nouveau CQFR, un CQFR qui a un bon goût de grosses performances, Shai. 11 matchs cette nuit, mais surtout un paquet de cartons. Et on va commencer préférence hexagonale oblige, sachant que de toute façon, c'est sans doute le plus marquant, même si c'est pas la plus grosse perf en points de la nuit, je pense que ça reste quand même la plus marquante. C'est les 50 points de Victor Wembanyama. Nouveau record en carrière pour Victor. Il avait fait 40, je crois, la saison dernière, si je dis pas de bêtises. 40 contre les Knicks, là 50 contre les Wizards. Victoire des Spurs 139-130. On sentait la montée en puissance de Victor Wembanyama. Je crois qu'on a même titré un CQFR là-dessus. Elle se confirme, notamment à 3 points, pour le coup. 18 sur 29 au tir, 8 sur 16 à 3 points. Et je crois que Shai, si ma mémoire ne me trahit pas, on est sur 20 de ses 34 derniers paniers à 3 points enfin, il a rentré 20 de ses 34 derniers paniers à 3 points. C'est un vrai changement avec le début de saison. C'est pas juste une meilleure adresse, il y a une vraie meilleure sélection de tirs qu'on souhaitait. Et bref, tout ça pour te lancer sur le très gros carton de Victor Wembanyama. Bah, c'est marrant parce que depuis que tout le monde s'est un peu alarmé après les premiers matchs sur la sélection de tirs, sur la maladresse à 3 points, lui-même l'a évoqué. Enfin, quand les journalistes lui ont posé la question, il a pas fui ça. Et sur le coup, on s'est dit que c'était un peu pas qu'il se voilait la face, mais que ça faisait un peu non, mais je vais y arriver. Quoi qu'il arrive, je vais prendre mes tirs de façon, et puis voilà, sans que ça ressemble à une remise en question des tirs. En fait, je pense qu'il avait raison, il avait juste besoin de continuer, de prendre confiance, parce que il avait besoin aussi d'avoir plus de matchs et de tirs dans la sacoche, quoi. Et maintenant, c'est bon. Maintenant, là, le match, certes, c'est que les Wizards, mais les tirs un peu lointains qui pouvaient sembler mauvais sur les premiers matchs, même dans la gestuelle, il a l'air plus à l'aise quand il les prend, il a l'air vraiment conscient qu'il va marquer. Parce qu'il les prend différemment, d'ailleurs c'est ce qu'il a reconnu. Il a quand même dit une chose, c'est-à-dire qu'il y avait les critiques, mais il a quand même dit, je crois que c'est après le dernier match, donc après celui contre les Kings, où il a quand même dit je prends des tirs différents. Parce que ce qui lui est reproché, c'est pas tant juste de prendre des tirs à 3 points, c'est que Wembanyama, sur le début de saison, il prend beaucoup de tirs à 3 points en sortie de dribble. Nous, c'est aussi ce qu'on a mis en avant en fait. Même là, récemment, dans ces 2 derniers matchs, on disait quand il est en catch and shoot, il est beaucoup plus à l'aise. Et là, sur ce match contre les Wizards, c'est du catch and shoot. Alors, c'est du catch and shoot très lointain parfois. Il arrive en trailer, il est à 8 mètres derrière la ligne, il réceptionne, il dégaine. Mais par contre, il est dans un rythme naturel parce que il arrive lancé, on lui fait une passe, tu vois, et ses appuis sont posés et il y va et il monte. Et sur ça, il est bon. Il n'a pas encore heureux, t'imagines, il n'a pas encore le truc de Stephen Curry où il y a des joueurs qui se mettent en rythme avec un dribble, il y a des joueurs qui préfèrent autrement. Lui, je pense qu'il est dans cette catégorie où c'est mieux quand il est en finition, purement réception-tir. Et sur les Wizards, les tirs qu'il met depuis quelques matchs, c'est vraiment des trucs où on le cherche en mode finisseur, quoi. Et là, c'est le finisseur ultime sur ce match-là. Et puis certes, il y a 8 paniers à 3 points, donc c'est beaucoup, c'est un nombre quand même conséquent. Mais c'est presque, encore une fois, tout le reste que j'ai bien aimé, la manière dont il était agressif vers le cercle, dont il drivait, c'est les paniers faciles aussi, facile pour lui, hein, en 2 pas, il atteint le cercle et il peut dunker. Il y avait là, il a ressemblé un peu à, je m'avance un peu, tu vois, mais bon, forcément il vient de sortir une perf comme ça, mais ça ressemblait un peu aux alpha scorers, un peu genre il sait quoi qu'il arrive, il va les mettre et il fuit pas du tout. Il les met quoi qu'il arrive, quoi. Et ça commence à faire plusieurs matchs où il est comme ça fait plusieurs matchs où il est à l'aise à 3 points, indépendamment de l'adversaire. Donc c'est hyper encourageant, quoi. Je trouve que c'est bon, là c'était du pur scoring, il n'y a pas eu un nombre gigantesque de rebonds, sa défense ça n'a pas été la plus féroce depuis le début de la saison, mais voilà, au niveau scoring, là où on l'attend aussi, parce qu'on attend les superstars de la ligue au scoring, et il était là, il était présent. Ouais, non, c'est clair. Oui, effectivement, là, il prend 6 rebonds. Sur la saison, il est à 10 rebonds de moyenne quand même. Donc, c'est quand même un joueur qui prend des rebonds. Hein. Ça dépend sur ce match-là, un petit peu moins. De toute façon, c'est un match qui a été aussi marqué par beaucoup d'adresses des deux côtés. Faut pas se mentir. Donc, forcément, s'il y a de l'adresse, il y a moins d'opportunités de prendre des rebonds. Je veux dire, les Wizards ont shooté à 51%. Les Spurs ont shooté à 52%. Les deux équipes sont à plus de 40% à 3 points. Ouais, elles ont exactement pareil, 18 sur 44. Il y a eu de l'adresse des deux côtés, ça a donné un match très offensif. Et ouais, Victor monte en puissance, c'est clair. Et j'aime bien ta remarque sur les alpha scorers, parce que c'est vrai qu'il y a de ça, là, ça y est, on a besoin que je score, je vais scorer. Et je trouve, voilà, dans le jeu, c'est de plus en plus intéressant. Il a 2 créateurs autour de lui, Chris Paul, Stephen Castle. Ça commence, tout le monde le cherche. Il y a un petit truc intéressant, c'est une déclat de Julian Champagny
qui a dit je ne sais pas ce qu'il a pris de manière personnelle, mais il a pris un truc de manière personnelle par rapport à ce match. Donc on ne sait pas, est-ce que c'est les critiques à son sujet, est-ce qu'il lit vraiment ce qui se dit de lui, parce qu'aux États-Unis j'ai l'impression quand même que c'est plutôt relâché sur les critiques, c'est peut-être un peu plus en France. Est-ce qu'il est là-dedans, est-ce qu'au contraire c'est parce qu'il jouait son ami Bilal Koulibaly, est-ce que parce qu'il jouait Alex Sarr, tu vois, qui est le jeune français qui est dans son mood. Je pense pas qu'il y ait une rivalité, mais est-ce que il a envie de montrer. D'ailleurs Sarr a contré Wembanyama et a dunké sur Wembanyama. Il y a eu des séquences intéressantes entre les deux, il y a eu quelques séquences intéressantes. Bon, globalement Victor n'a pas trop été en difficulté, mais c'est vrai qu'il y a une séquence où il marque sur lui ou derrière où il y a un contre, mais bon, Victor a quand même dominé son sujet. Je sais pas ce qu'il a pris personnellement, je pense pas que ce soit sur un match en particulier. Par contre c'est très possible que alors de manière un peu plus polissé que Anthony Edwards quand on lui a dit qu'il prenait trop de tirs à 3 points ou qu'est-ce qu'il répondrait aux gens qui lui diraient ça. D'ailleurs on en parlera tout à l'heure, il a fait 0 sur 9 je crois, depuis qu'on dit que c'est bien et il a raison de prendre beaucoup de tirs, c'est plus compliqué. Peut-être juste qu'il s'est dit non mais les gars vous me laissez même pas m'installer dans ma saison et vous dites déjà que mon adresse est pas bien, que je suis comme ça, donc, et puis peut-être juste parce qu'il espérait bon là le bilan des Spurs est bon, mais peut-être qu'il espérait, il y a des victoires qui étaient atteignables et qu'ils n'ont pas décroché, donc ça peut juste être ça aussi. Je pense pas que contre les Wizards spécifiquement il se soit dit Sarr et Koulibaly je vais faire un show. En fait faut que ce soit ses standards, le fait que ce soit le meilleur score d'un match, le fait que dans tous les cas tu sais qu'il va marquer ses points, comme les Giannis, comme les Embiid quand il est là. Enfin, c'est aussi à ça que je pense que doit aspirer Victor au niveau des performances. Oui, c'est sûr que ça va venir en fait. Je pense qu'en fin de saison ou dans la deuxième moitié de saison, il y aura quasiment plus jamais de match sous les, je sais pas, allez, je vais dire sous les 18 points. Je vais oser aller jusqu'à 18 points. Je pense qu'à un moment, il sera constamment entre 18 et 30 points quoi. Chaque soir, il y aura quelque chose comme ça sur la deuxième moitié de saison, peut-être même là peut-être même dès maintenant, tu vois, on va voir ce que ça donne. Parce que bon, là il y a beaucoup d'adresses à 3 points, il y a beaucoup de paniers à 3 points inscrits. Il y a des soirs où ça sera un peu moins, mais là il met aussi 10 paniers dans le champ, il met 6 lancés, enfin bref, voilà, c'est 50 points, c'est une perf à 50. Juste pour Bilal Koulibaly, 6 points, 8 rebonds, 3 passes, j'ai donné les stats d'Alex Sarr, 12 points. Il y a eu 42 points de Jordan Poole pour les Wizards. Je te propose qu'on passe à l'autre perf stratosphérique de la nuit, c'est celle de Giannis. Alors clairement, Giannis, il a capté que son équipe, elle n'était pas au rendez-vous. Enfin, il manque Lillard, l'effectif est pas ouf. Les Bucks jouaient les Pistons, qui sont plutôt en forme. Les Pistons ont déjà gagné 5 matchs sur le début de saison pour une équipe qui gagnait très très peu l'an dernier et même les 3 années avant, c'est presque déjà beaucoup. Non, je veux dire, les Pistons ont clairement progressé. C'est une victoire en prolongation de Milwaukee. Giannis, il met 59 points, sachant qu'il prend aussi 14 rebonds et qu'il fait 7 passes. Et en prolongation, il met 11 points à 5 sur 5 à lui tout seul. C'est plus de points en prolongation que les Pistons. 59 points de Giannis. Shai. Alors oui, c'est Giannis quoi. En fait, le problème c'est qu'il a fallu qu'il fasse ça parce qu'ils sont passés tout près de la défaite. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le score qui est serré et prolongation, mais quand tu regardes la fin du 4e quart-temps, t'as Ron Holland qui a 2 lancés et il peut donner la victoire et derrière la prolongation. Mais les Pistons les ont vraiment bien tenus, ils sont pas passés loin de gagner. Donc il a fallu un Giannis monstrueux pour que ça passe. Il n'y avait pas Lillard. Ça me rassure sur Giannis, sur son niveau d'implication, sur sa volonté de faire en sorte que les Bucks remontent au classement. Mais par contre sur le collectif des Bucks, en théorie, même en l'absence de Lillard, je les aurais pas imaginés il y a quelques mois ou même quelques années en difficulté contre des équipes comme ça. Donc je retiens à peu près plus ça c'est une équipe qui progresse vraiment, Detroit. Ah non mais de toute façon indiscutablement ils sont bien et on l'avait un peu senti parce que il y a quand même des bons joueurs et le changement de coach ça fait du bien, changement d'atmosphère un peu, mais ouais, allez, je vais retenir la perf de Giannis parce que collectivement j'ai pas trouvé ça fou de la part de Milwaukee. C'est pas le niveau pour moi d'une équipe qui doit être dans le top 3 de l'Est. Ouais, après, voilà, c'est une équipe qui manque quand même les 2e et 3e meilleurs joueurs, mais c'est vrai. Mais bon, j'essaye d'aider un peu les Bucks, mais après, c'est vrai que quand dans le 5, il y a Delon Wright et A.J. Green, tu vois, c'est limité, mais je pense vraiment que les Pistons, ça a progressé. Cade Cunningham, on est sur un mec qui a un niveau All-Star. Je ne sais pas s'il sera All-Star. Il fera sans doute partie des joueurs qui ne seront pas appelés. On dira Cunningham, il a été snobé. Mais il joue comme All-Star. Mais il joue comme All-Star. Là, il fait 35 points, 11 passes. Jalen Duren, c'est un vrai bon jeune joueur. Je vais donner sa stat de passe décisive à chaque fois à 6.
Alors, c'est un rock, hein, on parle d'un rock qui lâche 6 passes décisives. C'est ça le vrai truc, c'est que c'est un Golgoth et tu te dis pas qu'il a des bonnes mains, qu'il a une vision de jeu. Voilà. Exactement, jamais tu le vois physiquement, tu te dis jamais que ce mec il a 6-5 passes par match. Tu sais, il y a Tobias Harris, tu sais que c'est toujours solide Tobias Harris d'une manière ou d'une autre. Franchement, honnêtement, cette équipe des Pistons, bien sûr, c'est pas une très forte équipe, mais elle progresse et elle joue plutôt bien. Enfin, elle joue plutôt bien. Il y a du bon du côté des Pistons. Après, ouais, c'est vrai que tu t'attends peut-être mieux de la part des Bucks. Juste pour Giannis, petite remarque. Je ne sais pas si parmi nos auditeurs, il y en a qui pensent que Giannis est vraiment juste courir dunker. Je sais pas, un tout droit. Si jamais il y en a, je pense qu'il faut vraiment faire la mise à jour. Alors déjà, ça n'a jamais été vraiment le cas, mais aujourd'hui, Giannis, on est à son prime. C'est son prime absolu. C'est marrant, je me souviens, j'avais eu un jour une discussion avec Georgie Joseph. On essayait de comparer Giannis, de savoir avec un ancien joueur. Moi, j'étais sûr, je trouve que c'est un peu le Shaq du Magic, tu vois. Très athlétique, très mobile. Et lui, il m'en a donné une autre que je trouve intéressante. Il avait dit, c'est Wilt en fait. Giannis, c'est Wilt Chamberlain. Et alors, faut pas imaginer Wilt Chamberlain sur les rocs. Enfin, c'est pas Giannis avec les matchs à 100 points, tout ça. Évidemment, on le voit bien. Mais en fait, il y a un truc quand même. Il y a un truc, effectivement. Alors, j'ai pas non plus énormément vu jouer Wilt Chamberlain dans ma vie. J'ai vu quelques vidéos. On a quelques vidéos d'highlights et tout. mais il y a un truc. Et c'est vrai que c'est pas du tout. Enfin, bien sûr qu'il profite de sa puissance. Bien sûr, si on regarde des highlights, il y a essentiellement des paniers où il profite de sa puissance. Mais déjà, c'est un atout. C'est un skills comme un autre. Et 2, il n'y a pas que ça. Il y a du post-up. Il a un excellent footwork. Il y a des shoots à mi-distance. Il n'y a pas le meilleur shoot du monde, mais il met des shoots à mi-distance. Il y a du toucher près du cercle. Il y a des tout droits, ils n'ont pas le toucher. Lui, clairement, il a du toucher. Et là, il y a même des 3 points dans ce match pour le coup. Enfin, il y en a un en prolongation. Non, Giannis, c'est vraiment c'est un basketteur ultime et c'est clairement l'un des 3 meilleurs joueurs du monde et il est à son apogée. Ça rend le truc d'autant plus dommage pour les Bucks, c'est de se dire que tu as un joueur aussi fort. Mais bon, ça fait 2 victoires de suite pour Milwaukee quand même. Moi, c'est vraiment le Shaq d'Orlando. On en reparlera peut-être sur un débat plus, mais j'ai adoré le Shaq d'Orlando parce qu'il était plus fin, moins dans la domination physique pure et dure, mais c'était un athlète exceptionnel. Et Giannis, que tu le vois à la télé ou de près, tu vois la différence, t'as l'impression qu'il fait pas la même discipline, quoi. Il est tellement au-dessus sur l'explosivité, enfin surtout tout ce qui est athlétique. Le genre le plus athlétique de la ligue. Bah ouais. Presque tenté de dire de très loin. Si on prend l'ensemble des critères athlétiques, c'est-à-dire si tu prends que la détente, oui, un Jalen Green, tu vois, il y a des mecs comme ça, mais tu prends tous les critères réunis, on est pas loin du mec. Parce que vraiment au-dessus des autres. Certes, il fait pas que courir et dunker. Mais qu'est-ce qui court bien et qu'est-ce qui dunk bien, tu vois. Et c'est ça c'est que tu peux pas l'arrêter quand il court et il dunk. Donc déjà, à partir de là, même les Celtics, enfin tu vois, le match contre les Celtics, on en parlait l'autre fois, mais ils peuvent rien faire en fait les mecs. C'est limite, Giannis il aurait dû se dire sur ce match, bon tu sais quoi, c'est pas grave, hein, je vais jouer toutes les possessions. Parce que là, je pense que là contre les Pistons, il y a un moment il a dû se dire je vais jouer toutes les possessions, tu vois. Il a dû dire oh là là c'est chaud. En train de galérer contre Detroit, non, je vais prendre toutes les possessions. Il a eu un petit coup de pouce, que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Brook Lopez et du fait qu'il marquait plus ou très peu depuis le début de la saison. Bon là il met 29 points quand même, donc ça, il a quand même bien aimé, mais à 2 ils ont mis, alors j'ai pas le pourcentage, je me souviens même plus du nombre de points, ils ont mis 127 points et ils font 59 et 29. Enfin, tu vois. Jamais faire des calculs en live, Shai. Ouais, 88 points, ça va. 88 points. Ça va. Oui, c'est facile à faire. Mais... c'est pour ça. Allez, la troisième grosse perf de la nuit. Perf dans une défaite. 46 points de Karl Anthony Towns, sa meilleure perf sous la tunique des Knicks en termes de points marqués. 46 points, 10 rebonds, 3 interceptions d'ailleurs aussi. 18 sur 30 au tir, 6 sur 12 à 3 points. Mais les Knicks ont perdu 123-124 contre les Bulls. Pourtant, ils ont tenté un gros comeback. Ils étaient menés d'une vingtaine de points. Ils ont réussi à revenir. Ils prennent l'avantage à 4 secondes de la fin. Ouais. Mais tout ça pour perdre avec c'est Zach LaVine, je crois, qui met les lancers à la fin. Kobe White. Kobe White, oui. Ouais. Zach LaVine, il met 31 points. Kobe White sur une faute de Josh Hart, 3 lancés. Victoire de Chicago, et les Knicks avec Bronson qui avait repris l'avantage à 4 secondes de la fin, après avoir compté 22 points de retard, je crois. Ouais. Et dans ce match-là, 4 qui fait une grosse perf individuelle, 46 points, 10 rebonds. Mais c'est toujours pas... Tu vois, là aussi, ce sont que les Bulls qui ont des très fortes individualités, mais qui sont un peu... ils papillonnent un peu, j'ai l'impression, cette saison. Ils tankent pas, mais ils cherchent un peu. Les Knicks, pour moi, ils doivent pas perdre des matchs comme ça. Enfin, ils doivent pas être galérés à courir après le score 22 points
Oui, il y a les absents, mais avec les joueurs qu'il y a là, normalement, et puis quand tu as ton pivot qui fait 46-10, je sais pas. Voilà, là, ce match-là m'a vraiment déçu, m'a déçu de la part des Knicks. Il y a eu l'état d'esprit à la fin pour revenir, pour repasser devant, mais c'est toujours insuffisant. C'est encore tôt, mais c'est insuffisant. Ouais, et puis encore une fois, 124 points encaissés, quoi. Ouais. C'est un moment où il n'y a pas de surprise, quoi. Allez, 13e victoire de suite de Cleveland. Je tiens tout de suite à me déresponsabiliser. Je savais que tu commencerais par là. Non, parce que j'avais oublié un détail. J'avais oublié que Cleveland jouait Philly sur un back-to-back de Philly et que du coup, il n'y aurait pas Embiid. Parce que pour moi, s'il y avait Embiid, j'avais annoncé que les Sixers allaient faire tomber la série. Mais il n'y avait ni Embiid, ni Paul George. Ouais. Et carrément. Ni Tyrese Maxey non plus, toujours, évidemment. Ni Tyrese Maxey, effectivement. Et du coup, les Cavs ont enchaîné une 13e victoire contre les Sixers, 114-106. La bonne nouvelle du côté des Sixers, c'est qu'ils ont peut-être le meilleur rookie de ce début de saison. L'enchaînement de matchs de Jared McCain au scoring, il est vraiment bon. 34 points, 10 passes de Jared McCain là, sur ce match-là. Il est sur 3 matchs de suite à plus de 20 points, sachant que tous les rookies ne scorent pas. Bref, ils ont peut-être le rookie le plus offensif, en tout cas sur le début de saison. Ça servira au moins ça, là, les matchs où il n'y a aucun des deux. Donc ils sont en load management. Là, c'est du load management, purement et simplement. C'est ça, ouais. Pas de back-to-back pour les deux. Pas de back-to-back. Et bon, du coup, Cleveland, même si Cleveland a un peu tiré la langue parfois, Cleveland a quand même été sérieux. Donovan Mitchell est passé à une passe de son premier triple-double en carrière. On va parler d'autres. Il a jamais fait triple-double. Après, on parlera d'autres gens qui ont fait des triple-doubles et même certains qui ont fait 3 triple-doubles de suite à 40 ans. Donovan Mitchell n'a pas encore de triple-double à son actif, mais il a été décisif. Il a marqué 11 de ses 23 points dans les 3 dernières minutes du match. Et les Cavs, on va le dire, à chaque fois qu'ils restent invaincus, du coup, ils grimpent un peu dans la hiérarchie des meilleurs débuts de saison de l'histoire. C'est la 6e équipe à démarrer par un 13-0. Voilà. Et ma théorie de la première défaite à Boston, prend de l'ampleur. Évidemment, ça se passe jamais comme ça. Je sais plus qui nous disait dans les coms. Non mais les gars, c'est toujours une équipe. C'est toujours une petite équipe qui vient gâcher la fête. Exactement. Parce que du coup, en fait, c'est le match qu'il faut moins prendre en sérieux. Là, quand tu es dans une telle série, il y a des matchs où tu te mets un peu en pilote automatique. C'est ce qui se passait contre Brooklyn et Chicago. Tu vois, même là, d'une certaine manière, il a fallu qu'à la fin, Mitchell, il accélère. Tu vois. Ouais. Et après, alors que quand il y a un choc, quand tu es dans une série et que tu as un choc, tu sais que déjà, cette équipe-là, elle va vraiment vouloir te faire tomber et tu t'arrives avec un autre état d'esprit. Je pense aussi que c'est peut-être une petite équipe, mais Boston, on verra. En tout cas, moi, mon pronostic est déjà mort. Toi, le tien est toujours en cours. Juste Gershon était titulaire. Il a fini avec 10 points, 9 rebonds, 5 passes. Yes. Quel match on va enchaîner? Peut-être avec LeBron. Allez, LeBron James. Un joueur qui a 40 ans. Effectivement, LeBron James, sacrément inoxydable. Victoire des Lakers contre les Grizzlies, 128-123. 35 points, 12 rebonds, 14 passes de LeBron James. Il a mené la danse. 3e triple-double consécutif. C'est le plus vieux joueur à réussir 3 triple-doubles de suite. Le précédent, c'était LeBron James, déjà. Avec 34 ans, il a fait 3 triple-doubles de suite. Et là, il est quand même sur une bonne dynamique. Tout n'est pas parfait du tout aux Lakers, mais au moins, à domicile, ils sont intransigeants. Ouais, intraitable, 6-0 à domicile. C'est déjà bien. Anthony Davis qui a fait une grosse fin de match aussi. C'est un peu, je sais pas si t'as vu ça, il a un peu chambré le père de Ja Morant qui était sur le côté. Les Grizzlies qui jouaient, le père était là mais le fils n'était pas là, ça aurait été mieux pour les Grizzlies que ce soit l'inverse, mais il n'y avait pas de Ja Morant et T. Morant. T. Morant, et il manquait Desmond Bane aussi. Il y a que Jaren Jackson a un peu tenu la baraque, mais voilà, le money time a été mieux géré par les Lakers, la fin de match mieux gérée par les Lakers, illustré par ce triple double de LeBron et très bon passage de Dalton Connect aussi. 19 points, 5 sur 5. 5 sur 5 à 3 points, ouais. Ça ressemble un peu au match qu'il faisait en pré-saison et qu'il n'arrivait plus du tout à faire. Il ratait quasiment rien à 3 points, je trouve, sur la pré-saison et sur les matchs de prépa. Et c'était un peu plus difficile là en saison régulière. Là, sur un match comme ça, il a été vraiment très très bon. Ouais, il a même du coup le droit de jouer dans le Money Time. Redick, il est vraiment bon, il est intéressant, DJ Redick. Au-delà de déjà, il a changé un petit peu des fois la manière de jouer, etc. Il a changé des choses aux Lakers. Là, il a bougé son 5, il a équilibré sa rotation. Du coup, le banc paraît un peu moins faible. Bon, surtout quand Connect sort une bonne perf, le banc reste pas ouf. Mais maintenant, il y a D'Lo qui sort du banc. Et par contre, ce qui est fou, c'est que D'Angelo Russell, ses stats, elles baissent de plus en plus. C'est pas un remplaçant qui joue 32 minutes, tu vois, pas à chaque match en tout cas. Là, par exemple, il a joué 20 minutes. Il n'hésite pas à faire appel à d'autres joueurs.
je trouve que contrairement à Darvin Ham qui osait pas toujours prioriser Reeves sur Russell, là lui il priorise vraiment Reeves sur Russell. Et Reeves, il est bon d'ailleurs, dans le Money Time, il met un espèce de step back à 3 points. Et même juste sur cette action, tu sens un peu la progression de Reeves, c'est que son corps bouge pas, tu vois, tu sens que physiquement il est de plus en plus, qu'il maîtrise de mieux en mieux ses moves. Lui fait un bon début de saison d'ailleurs. C'est les trois, LeBron, Reeves et Hachimura a fait un bon match aussi d'ailleurs au passage. Mais ouais, il y a un banc avec Koloko qui vient de revenir, il y a Russell, il y a Gabe Vincent, même s'il met pas un tir, ça reste un vétéran, et Dalton Connect. C'est pas fou, mais c'est pas catastrophique. Tu vois. Les Bucks aimeraient bien avoir D'Angelo Russell qui sort du banc. Ouais, je pense. Après, Russell, je me suis toujours dit, depuis la nomination de Redick, c'est pas le joueur que j'imagine être très compatible avec ce que veut faire Redick. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il aime beaucoup les joueurs avec un gros QI basket, moins les artistes entre guillemets. D'Lo, ça reste un joueur d'instinct. Tu vois, c'est un. Puis D'Lo, ça colle pas trop avec LeBron et Reeves en plus. Oui, en plus. Pardon, vas-y. Non, mais t'as raison, si. Non, mais bien sûr. Et en plus, je trouve que il paraît pas toujours très compatible avec les autres joueurs qui sont là. Ça en enlèverait à son talent, hein, mais en tout cas, c'est plutôt le fit Redick-Russell dont je doutais. S'il en fait un bon 6e homme, après, pourquoi pas. Ça peut aussi être une option là à ce moment-là de sa carrière pour que ça profite aux Lakers. Après, qui sait, ça peut être aussi une solution. Le retour d'Hachimura dont tu parlais, qui était absent sur un des matchs précédents, il fait du bien aussi parce que c'est devenu un joueur très très fiable, je trouve. Hachimura, on n'en parle pas tant que ça, mais depuis ces années pas toujours simples avec les Wizards, je trouve qu'il est aux Lakers en tout cas depuis qu'il est là, c'est vraiment un joueur très fiable, très bon joueur. Au passage, petit point esthétique, le maillot blanc rétro là des Grizzlies, c'est un des plus beaux. C'est validé. Très haut placé dans la liste des beaux maillots de cette saison. Encore 15 points de Scottie Pippen Jr. au passage. Ouais. J'allais dire, si tu prends le maillot blanc si tu prends un maillot des Grizzlies, tu fais floquer quoi là cette année? Est-ce qu'il y a un joueur que t'aimes bien? C'est pas mal. J'aime bien Scottie Pippen Jr. J'aime bien Aldama, j'aime bien Santi Aldama moi aussi. J'aime beaucoup Santi Aldama, je trouve qu'il a vraiment beaucoup de classe. D'ailleurs, 15 points, c'est trop bon, 5 passes, 3 interceptions. Très bien. Ça serait l'un de ces deux joueurs-là. C'est vrai que je suis pas un grand fan des Grizzlies, mais ces deux joueurs-là, j'aime bien. Très bien. Allez, enchaînons. Tu m'as dit qu'il y avait un autre triple-double, j'imagine c'est aux Kings. J'ai dit qu'il y avait un autre triple-double. Non, je parlais de LeBron, je crois. Ok. Parce que là, d'un coup, justement, j'arrive pas à situer. Bon, allez, je te propose qu'on accélère sur les autres matchs, du coup, un peu plus rapide. Ouais. Vu que j'ai parlé des Kings, les Kings ont battu les Suns toujours sans Kevin Durant, 127-104. Et non, il n'y a pas de triple-double, c'était à une passe près. 11 points, 10 rebonds, 9 passes pour Sabonis. J'avais un doute, j'avais déjà vu le box score, mais j'ai vu aucune image de ce match-là. C'est pas les deux équipes qui me tentent le plus. Bon, les Kings remontent, ils sont à 7-5. L'Ouest, c'est vraiment une boucherie et tout. Tout le monde est fort, c'est relou. Les Kings remontent, mais DeRozan est un peu blessé là. Et il a joué qu'un petit quart d'heure, je crois. Ouais. Il est blessé au dos, donc il faut surveiller quand même. Ouais, 29 points, 10 passes de De'Aaron Fox, 29 points de Kevin Huerter. Ouais. Portland a battu Minnesota, ça c'est un peu plus intéressant. Parce que vraiment, Minnesota, je continue à dire, il y a quelque chose, ça sent le roussi en fait. Les Blazers ont battu les Timberwolves 106-98. Par contre, du côté des Blazers, il y a beaucoup de choses intéressantes. J'ai envie de voir ce match. J'ai envie de le regarder. Il faut que je regarde. Il y a pas Anthony Simons, on le sait. Donc, Scoot Anderson se retrouve dans le 5. C'est pas lui qui a brillé. C'est juste, il y a eu 33 points de Shaedon Sharpe. Et ça permet de rappeler quelque chose. C'est que le meilleur joueur, le meilleur prospect, et c'est pourtant celui qui est le moins souvent discuté. On parle de Scoot parce qu'il a été 2e choix de la draft. On parle de Simmons parce qu'il fait des cartons. Mais le meilleur prospect de ce groupe, c'est Sharpe. Je crois qu'en fait on l'a déjà dit, on le dit par moment, on le dit comme ça par moment, c'est celui qui a le profil à la Paul George. Moi je trouve vraiment que c'est le joueur le plus intéressant de façon de ce jeune dur. Le problème c'est qu'il a été trop blessé, donc on n'a pas le temps. À chaque fois on n'a pas le temps de se réhabituer à son talent et il se blesse assez souvent. Donc, mais là sur des matchs comme ça, là, il fait 33 points et quand tu le vois, tu vas regarder, ne serait-ce que les highlights, si tu regardes les highlights, il est bondissant à la claquette. Tu vois la tête des gens, t'as un gros plan sur le panier, donc tu vois bien le temps qui reste en l'air. Et la tête des gens derrière, quand ils se rendent compte de ce qu'il a fait, il est exceptionnel de ce point de vue-là. Après, moi j'espère juste le voir enchaîner les saisons. C'est toujours le problème. Physiquement, pour l'instant, c'est un peu difficile. Mais c'est gros prospect. Ouais, en tout cas, franchement, à chaque fois qu'il a. Et même, c'est marrant parce que dans son match de reprise, donc il y a quelques jours.
je trouvais déjà qu'il avait progressé alors que son match de reprise, et tu vois, donc tu sens qu'il a bossé quand même pendant le truc. Tu sens qu'individuellement, il y a des moves. Je me souviens, il y a vraiment la mécanique, la manière dont il pose ses appuis à mi-distance, tout ça. Je me suis dit, ok, là, il y a un truc qu'il n'y avait pas forcément sur ses premières saisons. Donc, franchement, Sharp à surveiller. J'espère vraiment que son corps va tenir le coup. Tu as un backcourt Henderson Sharp et on va venir à un autre joueur. Donovan Clingan a fait un bon match. Et quel match! 17 points, 12 rebonds, 8 contres. Il passe à 2 comptes du triple-double. 17 points. Il est titulaire, ça y est. Ah oui, parce qu'il manque... c'est vrai qu'il manque Ayton. Mais là, pour moi, là, tu vois, Anderson, Sharp, Clingan, il est là ton axe. Et si tu arrives à ajouter Cooper Flag, bon, on a presque trop bien parti. Mais tu sais, tu as ton pivot lourd, proche du cercle. T'as Cooper Flag, poste 4 fuyant, qui est ta superstar. T'as Shannon Sharp, ton ailier dynamique, super athlétique. Et t'as Henderson, meneur dynamique. Mais là, les Blazers, moi, c'est mon amour. Ça y est, ça va revenir. Mais là, tu vois, je t'ai dit, j'ai envie de voir le match. J'aime bien quand même les jeunes. Et à côté de ça, en plus, tu sais, là, t'as éventuellement Toumani Camara, qui est mec qui va bosser dur, qui bouche les brèches, qui comble les brèches. Ah, franchement, il y a un truc. Ce qui est impressionnant, je trouve. Simmons, Ayton, etc. Moi. Ce que je trouve intéressant pour Portland et inquiétant pour les Wolves, c'est que la thèse de l'accident sur le dernier match, parce que là, ils se sont joués en back-to-back, en fait. Ouais. Là, tu peux. Il y a deux fois. Non, mais voilà, il y a la thèse de l'accident sur le premier. Tu peux dire, ils les ont un peu sous-estimés, ou sur un match, ils ont trouvé une formule qui a bien marché. Là, ils les ont retapés 2 fois de suite et. À nouveau, Edwards en difficulté de loin, pas beaucoup de jeux 0 sur 9. Au niveau collectif, c'était pas très très fluide. Tu verras si tu regardes le match, c'est pas fou. Et c'est un peu inquiétant. Toumani Camara qui arrête pas de. Tu parlais de Camara, que j'aime beaucoup aussi, le Belge, qui arrête pas de trash talker Anthony Edwards, son ancien coéquipier à la fac. C'est très drôle à chaque fois. Il dit, et c'est marrant, il monte des séquences où il dit. Non mais fais pas ça, je sais que tu vas faire ça. Et puis effectivement, il le gêne bien. C'est un joueur qui gêne bien Anthony Edwards globalement. Et les Wolves, il n'y a pas une bonne, pas une bonne vibe pour l'instant. C'est un début de saison compliqué. Même quand il gagne, il n'y a pas une bonne vibe. Tu vois, Edwards, tu sais que il se dit, je suis obligé de jouer parce que les autres sont nuls, quoi. Non, j'exagère, c'est pas vrai, ils sont pas nuls. Hein, mais... Tu sais que là, c'est très très tôt pour tirer des conclusions. On le fera en fin de saison, mais moi, sur le trade 4 Randle, ma première analyse, c'était perdant-perdant. Hein. Et là, Randle fait des bons matchs, des stats très corrects. Il fait encore un double-double. 4, il fait des cartons offensifs. Mais les deux équipes n'ont pas bien commencé la saison. Donc, pour l'instant, c'est pas... C'est vrai que perdant-perdant, c'est possible. Après, par contre, je trouve que dans les deux cas, je comprends le trade, en fait. Mm-hmm. Dans les deux cas, je comprends pourquoi le trade est fait. Parce que les Timberwolves, il y a une notion d'économie tout en essayant de rester compétitif. Randle, on l'a déjà dit, mais c'est possible qu'il se fasse retransférer, en fait. Oui. C'est une forte probabilité. Enfin, c'est une probabilité. Je ne veux pas aller jusqu'à forte. On n'a pas d'inside là-dessus. Mais... Moi, je vais te dire pourquoi je comprends la logique du trade, celle que tu as évoquée, économiquement d'un côté et tout. Mais là où je la comprends moins, c'est peut-être parce que j'aime bien la continuité, mais les Wolves font une super saison avec 4. Randle, alors il était blessé et les Knicks ont fait une super saison, mais Randle, ils ont déjà fait des très bonnes saisons avec Randle. Ils ont même pas retenté de le réintégrer. Moi, je pense qu'il leur servirait quand même bien aujourd'hui. Hein. C'est pour ça. Voilà. Bon, après, on fait une analyse après très très peu de matchs dans la saison, mais pour l'instant, j'ai pas changé d'avis sur ce trade. Voilà. Il y avait un truc sur. Parce que justement, il y avait un papier de The Athletic où il disait, mais au final, pourquoi faire ce trade? Tu vois, ils ont pris les 4 mecs de Villanova, ils ont même pas attendu. Tu sais, ils ont cassé le truc avec DiVincenzo qui est mis dans le trade. Pourquoi ils n'ont pas attendu de voir ce que ça donnait avec Randle? Et vas-y, peut-être le trade, tu peux le faire en février. Et il y a un insider qui expliquait qu'en fait, les Knicks, ils ont entendu un gros buzz autour d'un transfert de 4. Il y a une autre équipe qui s'est placée, on ne sait pas laquelle c'est, mais il y a une équipe qui était très chaude pour aller faire 4 là avant le coup d'envoi de la saison. Et que du coup, la blessure de Mitchell, plus le fait qu'ils ont eu peur que quelqu'un... ils savaient qu'il y avait ce trade qui était possible, tu vois. Je pense que les franchises, en fait, elles se parlent depuis un moment, tu vois. Et apparemment, ça leur a fait peur. Et ils ont dit, ah non, il faut qu'on le fasse maintenant. Ouais, mais alors pourquoi ils n'ont pas fait comme ils ont fait toutes ces dernières années, c'est-à-dire, bon, bah tant pis, ce sera pas lui, c'est pas grave. Ouais, ce sera un autre. Ouais, c'est un
énorme talent, hein. Regarde le match qu'il fait encore cette nuit, mais c'est Karl Anthony Towns. Pour moi, si une autre équipe est prête à se saigner pour, nous, on fera autrement. On a été bon comme ça. Pour moi, c'est pas le joueur pour lequel tu dois te dire ah non, on peut pas laisser passer une autre équipe qui va le faire. Il faut absolument qu'on le fasse, tu vois. Mais c'est mon avis personnel et j'espère pour les Knicks que je me trompe et il va les porter vers les sommets. Mais ouais, c'est un empressement que j'ai pas compris, voilà. Non, mais t'as raison. On reviendra dessus, hein, c'est la vérité on reviendra dessus, mais c'est une vérité du moment. C'est une vérité du moment. On le dit tout le temps. On est obligé d'analyser un peu au jour le jour, mais pour l'instant, moi, je le sens comme ça. Allez, on peut enchaîner. Le Magic a battu les Pacers 94-90. C'est quoi? C'est la 3e victoire de suite pour le Magic Ouais, c'est plus que ça même. Hein. Ça commence à faire beaucoup là. À la maison, ils sont toujours invaincus à la maison. Je sais plus combien ça fait. Je l'ai pas noté. À la maison. Ouais. Moi non plus, j'ai pas. Ils sont à 6-0 à la maison, mais c'est vrai que j'ai pas tilté la. Sur la série de victoires en cours du côté d'Orlando, mais ça tourne bien même sans Banchero. Vous noterez la pertinence de mon analyse après la blessure de Banchero. J'ai dit que ça allait être compliqué et la cata, ils n'arrêtent plus de gagner. Et Franz Wagner, j'ai dit c'est difficile. Hein. Au début c'était moche, mais je m'attendais pas à ce qu'ils fassent les réglages aussi vite et que ça se passe bien aussi vite. Alors, parce que défensivement en fait ils sont tellement forts. 8 interceptions, 10 contre sur le match. Mais ils l'étaient plus. Enfin sur les premiers matchs après Banchero, les 2 premiers, c'était pas. Et là, collectivement, c'est top. Ils ont trouvé la bonne formule avec Bitadze dans le 5. Wagner a beaucoup. Là, les 5 derniers matchs de Wagner, ça ressemble au Wagner de l'année dernière. Il a 29 points, 6 passes. Là, voilà. Sur ce match. C'est, comme je l'ai dit hier, c'est l'occasion pour lui de s'affirmer. Il faut justifier son contrat quelque part aussi. Il a signé un gros contrat cet été. Il s'affirme comme une très très bonne option 2 ou 1 bis dans cette série de matchs-là. Donc c'est très bien. Je m'y attendais pas forcément et je suis très content de m'être trompé. Ouais, t'as raison, ta remarque est très pertinente sur Wagner. Ça lui fait du bien aussi de pouvoir être mis dans ce rôle et de se mettre dans le rythme comme ça aussi. Les Celtics ont battu les Nets 139-114. Ouais. 36 points, 9 rebonds, 10 passes. C'est fou parce que Tatum il fait un vrai gros match, mais bon, ça va passer complètement inaperçu. C'est un peu l'histoire de sa vie, hein. C'est l'histoire de ses saisons régulières en tout cas. Il fait toujours il est très constant, Tatum, mais il y a toujours des mecs qui font des stats. Et qui du coup ont des histoires plus intéressantes à raconter parce qu'il fait quand même 12 sur 19, 5 sur 6 à 3 points. Ouais. Bref, il a relancé les Celtics qui avaient perdu le match précédent contre les Hawks. Peyton Pritchard, 23 points, 6 rebonds, 8 passes en sortie de banc. Bon, lui, pareil. Lui est en train de... je te jure, il y a une course du 6e de l'année. Tu sais, il a légèrement ralenti. Lui, il a accéléré. Je pense que là, les deux, il y a vraiment 2 gros favoris. Alors, au bout de 3 semaines, tu sais déjà, franchement, entre qui et qui va se disputer le trophée, quoi. Ouais. Voilà, donc du coup, pour les Celtics, OKC a battu New Orleans 106-88. Alors, bon, les matchs de New Orleans, en ce moment, maintenant, il y a tellement d'absents que c'est très compliqué. Ouais. 29 points de Shai Gilgeous-Alexander, 31 points de Jalen Williams. À eux deux, là, c'est le tandem qui marche fort en l'absence de Chet Holmgren. Ousmane Dieng, seulement 2 points. Double-double pour Yves Missy, très bon. C'est la seule, je l'ai déjà dit, c'est la seule éclaircie dans les difficultés. Au moins, ils ont récupéré un bon joueur à la draft. Il est très intéressant. Yes, c'est vrai. Les Clippers ont perdu contre les Rockets. Victoire des Rockets. Les Rockets, eux aussi, font un très bon début de saison. 111-103. 18 points d'Amen Thompson. C'est pas lui qui a scoré le plus, mais 18 points, 11 rebonds. Ça m'a marqué en sortie de banc. Ouais. 21 points de Jalen Green. Voilà, bon, du côté, de toute façon, d'un match sur l'autre sur Houston, il y a plusieurs joueurs qui peuvent scorer. Et on sait que c'est de la grosse défense. 3 points pour Nicolas Batum pour les Français. Voilà. Est-ce qu'il y a un match que j'aurais oublié? Je n'ai pas l'impression. Allez, juste peut-être vite fait un petit mot d'Euroleague. J'ai évidemment fermé les box scores, mais Paris a gagné. La victoire de Paris, ouais. Paris a gagné contre Žalgiris. Paris qui enchaîne, qui s'en sort très bien. Alors c'est TJ Short qui a mené les Parisiens. Du côté de Žalgiris, je crois que c'était un plus petit match que d'habitude pour Sylvain Francisco, c'était 8 points, 4 passes. Mais du coup, Paris, nouvelle victoire. Paris qui est maintenant 5e. Ouais. 5e au classement. Barcelone, premier, a battu le Partizan. Il y a eu un petit match de Ntilikina, il a mis que 3 points. 87-79. Je crois que c'était les 2 seuls matchs. Je crois pas qu'il y avait d'autres matchs la nuit dernière. C'est la 5e victoire de suite pour Paris. Là, en 9 journées, début compliqué, mais 5e victoire de suite. Et du coup, ils sont à 6-3. Ouais, exactement. Ils ont le même bilan qu'au final que le Pana qui est 3e. Ouais. Donc là, c'est lourd parce que regarde, si tu regardes là, c'est vraiment, tu prends avec qui est Paris, donc le top 5, il y a Barcelone, le Fener, Pana, Olympiakos, peut-être les 4 équipes du Final Four, du futur Final Four, et derrière tu as Paris 5e. Monaco est descendu à 9e place après sa défaite. Après, bon, là c'est le début, donc il n'y a pas encore, toutes les équipes sont encore assez proches. Mais... Il y a que l'Asvel qui est un peu parmi les 3 équipes françaises. Ouais, Monaco 5 victoires, 4 défaites, donc encore bilan positif. L'Asvel 2 victoires, 7 défaites.
c'est Ouais. un peu plus difficile pour l'Asvel. Yes. Bon, écoute, Shai, je J'ai- propose qu'on s'arrête là. Ouais, Juste, il y a un petit- non, juste petite update sur Greg Popovich rapidement, j'y Oui, pensais. bien sûr, oui, t'as raison. Bah oui, non, mais t'as Que, tout à fait raison. on savait qu'il avait eu un accident de santé sérieux, on se doutait un peu de la nature, ça a été confirmé par les Spurs hier. Le GM s'est exprimé, c'est donc alors le terme anglais c'était a mild stroke, donc c'est un AVC en fait, hein, purement et simplement. Sur le spectre des AVC, ça peut être du très 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 grave à du plus pas anodin, parce que c'est jamais anodin un AVC, mais en tout cas là c'est dans la catégorie de ceux dont on récupère pleinement, c'est les termes qu'ils ont utilisés aussi. Donc là il est convalescent, c'est son adjoint qui va dans un futur proche, ça m'étonnerait pas que ce soit jusqu'à la fin de l'année civile que Popovich reste au repos, mais en tout cas c'est assez rassurant, parce que la communication était un peu légère sur le sujet, on ne savait pas du tout est-ce que c'est cardiaque, est-ce que c'est autre chose, ça peut être plein de trucs différents, ça peut être l'annonce d'une maladie, enfin moi je me suis posé plein de questions et on n'avait pas d'informations, donc c'est un AVC, ça peut toujours être très grave, mais il va a priori récupérer pleinement et revenir normalement en cours de saison, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, voilà. Yes, bah t'as effectivement bien fait de faire un point. C'est vrai qu'on a notamment Benjamin Moubèche à San Antonio qui nous a tenu au Ouais, courant, enfin en mettant à jour sur le site Basket Session les news concernant Greg absolument. Popovich. Et il a aussi fait d'ailleurs un papier sur le match de Victor Wembanyama. Ouais, On va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera de toute façon demain, comme d'habitude. mhm. Vous connaissez le rendez-vous du matin, CQFR. On débriefera toute l'actualité NBA. Allez, ciao à tous, bonne journée. Ciao, bonne journée.